Tu n'es peut-être pas paresseux. Tu es peut-être simplement devenu trop habile à disparaître au moment précis où ta vie exige ta présence. Le téléphone que tu ouvres avant de commencer. Le projet que tu prépares sans jamais l'attaquer. La liste que tu réécris. Le plan que tu perfectionnes. Le lendemain que tu invoques avec une fidélité presque religieuse. Tout cela ressemble à un manque de volonté. C'est plus inquiétant. Il s'agit souvent d'un système qui fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner. Ton cerveau cherche ce qui récompense vite. Il évite ce qui promet une gêne immédiate. Il économise l'énergie tant qu'aucune menace claire ne l'oblige à agir. Cette architecture n'a rien de défectueux. Elle est ancienne. Elle vient d'un monde où l'effort coûtait davantage, où la rareté imposait ses règles, où l'attention devait rester disponible pour ce qui pouvait surgir derrière un bruit, une odeur, une ombre. Le problème n'est pas que ce système soit mauvais. Le problème est qu'il évolue désormais dans un environnement construit pour l'exploiter. Tout est offert avant même que le désir ait eu le temps de devenir conscient. Divertissement immédiat. Images sans fin. Récompense sans attente. Stimulation sans engagement. Le moindre inconfort trouve une sortie. Le moindre vide reçoit un contenu. Le moindre ralentissement devient prétexte à l'évasion. Tu n'as plus besoin de choisir de fuir. L'environnement le fait presque à ta place. C'est pourquoi la discipline échoue si souvent. Non parce qu'elle est inutile, mais parce qu'elle arrive trop tard. Elle intervient au niveau visible, lorsque la décision paraît déjà prise, alors que l'essentiel s'est joué plus bas. Avant le geste. Avant le raisonnement. Avant cette petite phrase intérieure qui prétend que tu reprendras dans 5 minutes. La volonté s'épuise parce qu'elle tente de gouverner une mécanique qui n'attend pas son autorisation. Tu peux te promettre de résister. Tu peux construire une identité de personne exigeante, productive, déterminée. Mais lorsque le système profond rencontre une récompense immédiate face à un effort incertain, il ne consulte pas ton récit sur toi-même. Il calcule. Et il choisit souvent ce qui soulage maintenant. Ce n'est pas un défaut moral. C'est un décalage historique. Tu vis avec un cerveau façonné par la pénurie dans un monde qui fabrique l'excès. Un cerveau préparé à saisir ce qui se présente dans un univers où tout se présente sans cesse. Un cerveau qui devait protéger l'attention dans un environnement où chaque nouveauté pouvait compter, désormais plongé dans une industrie qui produit artificiellement de la nouveauté pour ne jamais te rendre à toi-même. Alors tu crois manquer de motivation. En réalité, tu manques peut-être d'une expérience plus puissante que le confort. Mihaly Csikszentmihalyi a consacré une grande partie de sa vie à observer ces moments étranges où l'être humain cesse de se sentir séparé de ce qu'il fait. Le chirurgien oublie l'heure. Le musicien ne distingue plus l'effort du geste. Le grimpeur ne pense plus à lui-même. L'ouvrier, l'artiste, le joueur d'échecs, le chercheur entre parfois dans une densité d'attention où le monde extérieur perd son pouvoir d'appel. Le temps se déforme. L'ego se retire. L'action semble se poursuivre sans avoir besoin d'être poussée. Il a donné à cet état un nom devenu presque trop familier pour ce qu'il contient, le flow. Le mot paraît doux. L'expérience ne l'est pas toujours. Elle ne correspond ni au repos, ni à la facilité, ni à l'absence de tension. Elle surgit lorsque l'esprit est entièrement requis par quelque chose qui le dépasse légèrement sans l'écraser. Un espace étroit où la difficulté ne provoque pas encore l'angoisse, mais interdit déjà l'ennui. Là, l'effort cesse de ressembler à une dette. Il devient une forme d'intensité. C'est ici que l'idée ordinaire de productivité se renverse. Le but n'a jamais été de supporter assez longtemps une tâche pénible pour obtenir enfin une récompense. Le but est de créer les conditions dans lesquelles la progression elle-même devient la récompense. Non par suggestion. Non par optimisme. Par structure. Car le confort auquel tu retournes n'est pas toujours confortable. Il possède souvent une autre texture. Une agitation faible. Une insatisfaction sans objet. Une impression que quelque chose devrait avoir lieu, mais ne se produit pas. Tu n'es pas réellement en paix. Tu es seulement suffisamment distrait pour ne pas entendre le désordre. Cette nuance est essentielle. Une vie entièrement organisée autour de l'évitement de l'inconfort ne produit pas la sérénité. Elle produit une suspension. Tu ne souffres pas assez pour changer. Tu ne vis pas assez pour oublier que tu devrais changer. Tu restes entre les deux, dans cette région grise où la conscience ne s'effondre pas, mais ne se rassemble jamais.
Csikszentmihalyi parlait d'entropie psychique. Lorsque l'attention n'est pas organisée autour d'un but clair, elle ne repose pas. Elle se disperse. Les pensées reviennent sans invitation. Les inquiétudes anciennes retrouvent une ouverture. Le temps devient perceptible, presque matériel. Quelque chose bourdonne derrière les gestes ordinaires. Ce bruit intérieur n'est pas toujours assez fort pour être nommé. Il est pourtant assez désagréable pour provoquer une fuite. Le téléphone arrive alors comme une anesthésie minuscule. Une image. Une notification. Une vidéo. Quelques secondes où le désordre se retire. Puis il revient. Et chaque retour renforce l'association. Dès que le vide apparaît, il faut le remplir. Tu ne décides pas toujours de cette répétition. Tu l'enseignes à ton système nerveux. Le geste devient plus rapide. L'intervalle entre l'inconfort et l'évasion se réduit. Bientôt, tu ne reconnais même plus l'inconfort. Tu reconnais seulement le mouvement de la main. Tu ouvres l'application avant d'avoir formulé le besoin. Tu quittes le document avant d'avoir identifié ce qui s'était brouillé. Le comportement semble automatique parce qu'il l'est devenu. Ce qui disparaît dans ce processus ne disparaît pas avec fracas. Il ne s'agit pas d'une décision spectaculaire d'abandonner sa vie. C'est plus discret. Les activités qui réclament un effort soutenu avant d'offrir leur récompense deviennent progressivement inaccessibles. L'écriture. L'apprentissage. Le travail créatif. La construction lente d'une compétence. Les relations qui exigent une présence réelle. Tout ce qui vaut par sa profondeur est battu, dans l'instant, par ce qui paie immédiatement. Le cerveau ne compare pas toujours la valeur ultime des choses. Il compare la certitude du signal. Une récompense petite, immédiate et prévisible possède un avantage brutal sur une récompense vaste, lointaine et incertaine. L'architecture dopaminergique ne fut pas conçue pour honorer tes ambitions abstraites. Elle fut conçue pour privilégier ce qui se présente maintenant. Dans un autre environnement, cette préférence protégeait la vie. Aujourd'hui, elle peut dissoudre une existence sans jamais produire de crise visible. Le fruit devant toi existait. La récolte future pouvait échouer. La main qui saisissait maintenant survivait parfois mieux que celle qui attendait. Le calcul était cohérent. Il l'est toujours. Seulement, le fruit est devenu une notification, et la récolte est devenue l'œuvre, le métier, la connaissance, le corps, le lien, la vie que tu reportes depuis si longtemps qu'elle commence à ressembler à quelqu'un d'autre. Il serait rassurant de conclure que la technologie est coupable. Ce serait encore une fuite. L'environnement exploite une faiblesse, mais la véritable question commence lorsque tu comprends que cette faiblesse possède une forme précise. Elle n'apparaît pas au hasard. Elle s'ouvre dans un moment identifiable. Le point de rupture n'est pas toujours la fatigue. Ce n'est pas toujours le manque de désir. Il arrive lorsque la tâche perd sa netteté. Tu savais ce que tu faisais. Puis quelque chose devient vague. La prochaine action cesse d'être visible. Tu avances encore, mais sans sentir le mouvement. L'objectif général existe, pourtant le geste immédiat s'efface. C'est là que l'attention commence à se détacher. Non 5 minutes plus tard, lorsque le téléphone est déjà ouvert. Là, dans cette seconde où la structure disparaît. L'ennui et la confusion ne sont pas seulement des faiblesses à dominer. Ce sont des informations. Ils indiquent que les conditions actuelles ne retiennent plus suffisamment la conscience. Le cerveau va chercher un objet plus clair, plus rapide, plus lisible. Il ne quitte pas toujours la tâche parce qu'elle est difficile. Il la quitte parce qu'elle ne lui dit plus exactement où se poser. La plupart des gens répondent à ce signal par l'évasion. Ils considèrent que l'élan est perdu, que la motivation reviendra plus tard, que leur esprit n'est simplement pas disponible. Ils quittent le travail au moment même où le problème réel vient enfin de se montrer. Non un problème de caractère. Un problème de conception. Quelque chose dans la tâche doit être modifié. Le but est peut-être trop abstrait. L'étape suivante trop vaste. Le retour trop lointain. La difficulté mal calibrée. L'attention n'a pas besoin d'être sermonnée. Elle a besoin d'un objet assez précis pour être saisissable, assez exigeant pour rester vivant, assez proche pour produire une réponse. La personne qui paraît posséder une énergie inépuisable ne combat pas nécessairement mieux le chaos intérieur. Elle travaille parfois dans une architecture où ce chaos trouve moins d'ouverture. Elle ne dépend pas d'un héroïsme quotidien.
Elle réduit la quantité de moments où l'esprit doit négocier avec lui-même. Cette architecture repose sur une relation simple en apparence, mais beaucoup plus dérangeante lorsqu'on la regarde jusqu'au bout, la relation entre le défi et la compétence. Lorsqu'une tâche exige beaucoup plus que ce que tu sais faire, l'attention ne s'intensifie pas nécessairement. Elle peut se fracturer. L'incertitude devient menace. Le corps se tend. L'esprit cherche des sorties. Tu appelles cela manque de confiance, procrastination, peur de l'échec. Souvent, le défi a simplement dépassé le seuil où il pouvait encore être vécu comme une invitation. À l'inverse, lorsque ta compétence dépasse largement ce que la tâche réclame, quelque chose se retire. Tu peux continuer à agir. Tu peux même paraître efficace. Mais tu n'es plus entièrement là. La tâche ne demande rien qui puisse absorber la conscience. Elle devient répétition. L'entropie revient par les marges. L'esprit cherche ailleurs ce que le travail ne lui offre plus. Entre ces deux régions existe un passage étroit. Le défi y rencontre presque exactement la compétence. Il la dépasse à peine. Suffisamment pour exiger la totalité de l'attention. Pas assez pour transformer l'activité en menace. C'est le canal du flow. La plupart des discours sur la motivation ignorent ce passage parce qu'il retire au sujet une part de noblesse. Il est plus flatteur de croire que certains possèdent une volonté supérieure. Que leur constance révèle une qualité morale. Que les autres devraient simplement vouloir davantage. La vérité est plus mécanique. Une grande partie de l'engagement dépend des conditions. Et cette vérité dérange parce qu'elle signifie que certaines identités construites autour de la paresse, du talent ou de la discipline reposent sur une lecture incomplète. La profondeur de l'engagement n'est pas une essence. C'est un état. Csikszentmihalyi l'a observé dans des vies très différentes, auprès de personnes qui ne partageaient ni le même tempérament, ni le même métier, ni la même histoire. Le point commun n'était pas un caractère exceptionnel. C'était la présence répétée de certaines conditions, un but clair, une difficulté proportionnée, une réponse suffisamment proche pour orienter l'action. Lorsque ces éléments se rencontrent, l'expérience change de nature. Le cerveau ne se demande plus sans cesse s'il doit continuer. La tâche répond à la question en l'absorbant. L'énergie qui servait à résister, à négocier, à se surveiller, à mesurer le temps, devient disponible pour l'acte lui-même. Le moi perd son besoin de commenter chaque geste. L'action cesse d'être accompagnée par le témoin anxieux qui demande constamment si elle vaut l'effort. C'est pourquoi le flow peut devenir plus puissant que le confort. Le plaisir passif offre une stimulation qui ne demande rien. Le flow offre une autre chose, plus rare, la sensation de fonctionner à la hauteur de sa propre complexité. Ce n'est pas seulement agréable. C'est une forme de reconnaissance intérieure. Pendant un instant, l'être ne cherche plus à se distraire de lui-même. Il se rencontre dans son usage le plus intense. Après avoir réellement connu cette expérience, le confort perd une partie de son innocence. Ce qui semblait être un refuge commence parfois à ressembler à une privation. Non parce que le repos devient mauvais, mais parce qu'une distinction apparaît enfin entre le repos et l'engourdissement. Tu peux rester immobile sans te reposer. Tu peux être diverti sans être satisfait. Tu peux éviter toute difficulté et sentir malgré toute une fatigue plus profonde que celle du travail. Cette fatigue vient parfois de la division constante. Une partie de toi consomme. Une autre observe le temps disparaître. Une partie cherche le soulagement. Une autre sait que ce soulagement participe au problème. Le confort devient alors un lieu où l'on ne souffre pas assez pour partir, mais où l'on ne peut plus complètement se mentir. Le canal du flow ne promet pas de rendre tout facile. Il fait quelque chose de plus radical. Il retire à la facilité son monopole sur la récompense. Pour qu'il apparaisse, 2 questions suffisent parfois à exposer tout ce qui manque. La tâche devant toi exige-t-elle quelque chose que tu n'es pas entièrement certain de pouvoir produire ? Et sais-tu, avec une précision presque matérielle, ce que tu cherches à accomplir dans les 30 prochaines minutes ? Si la première réponse est non, la tâche est peut-être devenue trop pauvre pour ton niveau réel. Si la seconde est non, elle est probablement trop vague pour retenir ton attention. Dans un cas, l'esprit manque de résistance. Dans l'autre, il manque de direction. Le flow ne surgit pas simplement parce que le travail compte. Beaucoup de choses importantes restent impossibles à commencer précisément parce que leur importance les rend vastes, abstraites, chargées de projections. L'esprit ne peut pas s'attacher à « changer de vie », écrire un livre,
réussir, devenir meilleur. Ces formulations possèdent une grandeur émotionnelle, mais aucune surface d'action. L'attention n'entre pas dans une idée. Elle entre dans un geste. Non pas écrire le rapport, mais formuler l'argument d'ouverture. Non pas apprendre une langue, mais traverser un dialogue sans consulter la traduction. Non pas travailler sur le projet, mais résoudre la prochaine incohérence visible. La précision n'appauvrit pas l'ambition. Elle lui donne une porte. C'est ici que beaucoup échouent sans comprendre pourquoi. Ils disposent d'une vision, parfois même d'un désir intense, mais aucune unité d'action assez claire pour organiser la conscience. Ils s'assoient devant une tâche dont ils ne savent pas exactement reconnaître l'achèvement immédiat. L'esprit doit alors accomplir deux travaux en même temps, agir et découvrir ce qu'agir signifie. Cette double charge suffit souvent à dissoudre la concentration avant qu'elle ait pu se former. Le problème paraît émotionnel. Il est structurel. Mais même un objectif parfaitement défini ne suffit pas. L'action doit répondre. Elle doit produire un signe. Quelque chose qui indique que le geste a déplacé la matière, réduit l'incertitude, ouvert une possibilité, corrigé une erreur. Sans ce retour, l'attention avance dans le brouillard. Le grimpeur sait immédiatement si la prise tient. Le joueur d'échecs voit le plateau se transformer. Le musicien entend le passage s'effondrer ou se stabiliser. L'activité parle à celui qui la pratique. Elle lui dit, sans attendre, où il se trouve. Une grande partie du travail contemporain reste muette. Tu peux écrire pendant 1 heure sans savoir si ce qui existe désormais vaut quelque chose. Tu peux étudier sans sentir si la compréhension a réellement changé. Tu peux travailler sur un système dont les conséquences ne seront visibles que plusieurs jours plus tard. Lorsque le retour est trop lointain, l'esprit perd la capacité de calibrer son effort. Il ne sait plus s'il progresse. L'engagement se dessert. Alors il faut parfois fabriquer un signe provisoire. Non un jugement absolu sur la qualité. Quelque chose de plus humble et plus visible. Une page structurée. Un problème attaqué. Une série accomplie. Une hypothèse éliminée. Un nombre de tentatives. Une transformation observable. Le critère n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement empêcher le travail de devenir un espace sans réponse. L'attention se nourrit de mouvements perçus. Lorsqu'elle ne voit plus ce mouvement, elle cherche une autre scène où le signal sera immédiat. C'est pourquoi le téléphone possède une telle force. Il ne demande presque jamais de supporter l'incertitude. Chaque geste reçoit quelque chose. Une image, un son, une réaction, un changement. Le système répond constamment. À côté, une tâche profonde peut sembler morte, non parce qu'elle l'est, mais parce que sa réponse n'a pas été rendue visible. Le flow exige donc un art silencieux, rendre le travail assez clair pour être habité, assez difficile pour rester vivant, assez réactif pour continuer à parler. Ce n'est encore que l'entrée. Car même lorsque cette architecture existe, l'attention reste une ressource fragile. Et le monde contemporain ne se contente pas de proposer des distractions. Il construit autour de toi un milieu où la distraction devient la condition normale, tandis que la concentration profonde prend l'apparence d'une anomalie presque ascétique. La question n'est donc plus seulement de savoir pourquoi tu fuis le travail. Il faudra regarder ce qui, autour de toi, t'empêche de rester assez longtemps pour découvrir que tu n'avais peut-être jamais détesté l'effort. Tu n'avais simplement jamais atteint l'endroit où l'effort cesse de te repousser et commence à te réclamer. Même lorsque le but est clair, même lorsque la difficulté est correctement ajustée, il reste une fragilité que presque tout le monde sous-estime. L'attention n'est pas une réserve infinie. Elle ne ressemble pas à une qualité morale que l'on pourrait durcir à force de volonté. Elle ressemble davantage à une surface étroite, constamment disputée. Une notification ne vole pas seulement quelques secondes. Elle introduit un autre monde dans celui que tu essayais d'habiter. Une conversation voisine, un onglet ouvert, un écran qui bouge à la périphérie, une vibration presque silencieuse. Chaque élément réclame une part de la même conscience dont le travail profond a besoin pour se former. C'est pourquoi l'interruption coûte davantage que sa durée visible. Elle ne retire pas seulement du temps. Elle détruit une construction intérieure. Tu reviens au document, mais tu ne reviens pas immédiatement à l'état dans lequel tu l'avais quitté. Il faut reconstruire le problème, retrouver les connexions, réinstaller la question, rappeler au corps qu'il n'a pas besoin de partir. Le flow n'apparaît pas comme une lumière que l'on allume. Il se forme lentement. L'attention se resserre.
Les objets secondaires perdent leur relief. La tâche commence à absorber davantage de conscience. Puis, à un certain seuil, le commentaire intérieur diminue. C'est précisément avant ce seuil que les distractions sont les plus destructrices. Elles ne suspendent pas l'état. Elles empêchent sa naissance. La question n'est donc pas de savoir si tu es assez fort pour résister. Cette formulation te condamne déjà à un duel quotidien avec un environnement conçu pour gagner. La vraie question est plus froide. Pourquoi l'interruption reste-t-elle si facile? Le téléphone posé face contre la table n'a pas disparu. Il est devenu une promesse silencieuse. Les notifications coupées une à une maintiennent encore l'appareil au centre de la scène. Les 20 onglets ouverts ne sont pas neutres. Chacun contient une action inachevée, une possibilité, une tension, un appel différé. L'espace de travail finit par ressembler à l'intérieur d'une conscience qui refuse de choisir. La structure doit donc précéder l'effort. Le téléphone quitte la pièce. Les notifications disparaissent au niveau du système. Un seul document reste visible. La première période de travail est protégée avec une rigueur presque disproportionnée. Non parce que ces minutes produiront nécessairement le meilleur résultat, mais parce qu'elles permettent à l'état qui rend ce résultat possible de se construire. Ce geste paraît banal. Il ne l'est pas. Il signifie que tu ne demandes plus à ton attention de résister constamment à ce qui aurait pu être retiré avant. Tu cesses de confondre concentration et héroïsme. Tu traites enfin la distraction comme un problème matériel. Les personnes qui semblent capables de rester absorbées ne possèdent pas toujours une volonté exceptionnelle. Elles ont souvent appris à éliminer les négociations inutiles. Leur environnement ne leur demande pas toutes les 30 secondes de choisir à nouveau ce qu'elles prétendaient avoir déjà choisi. À force de protéger cet espace, quelque chose change. Le cerveau commence à reconnaître la séquence. Le silence, la tâche, la difficulté, le mouvement. L'attention cesse peu à peu de vivre cette entrée comme une agression. Elle comprend ce qui est attendu. Elle se rassemble plus vite. Mais une autre menace apparaît alors, plus discrète. Elle ressemble presque à une réussite. Ce qui était difficile devient fluide. Le problème qui exigeait toute ta présence devient familier. Tu avances sans tension, avec une compétence réelle. Tu peux croire que tu maîtrises enfin le flow. Pourtant, l'état commence déjà à se retirer. La compétence a dépassé le défi. Le cerveau continue d'exécuter, mais il n'est plus entièrement requis. L'activité devient propre, efficace, presque automatique. Tu produis encore. Tu n'es simplement plus vivant au même degré à l'intérieur de ce que tu produis. C'est le piège de l'ennui compétent. Beaucoup l'interprètent comme la fin naturelle d'un intérêt. Ils pensent que le projet est épuisé, que le métier n'a plus rien à offrir, qu'ils ont besoin d'un nouveau commencement. Ils cherchent alors la nouveauté. Et la nouveauté fonctionne, pendant un temps, parce qu'elle rétablit artificiellement une distance entre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils doivent affronter. Puis elle devient familière. L'engagement baisse. Un autre départ semble nécessaire. Ainsi se construit une vie faite de commencements intenses et d'abandons présentés comme des évolutions. Le problème n'était pourtant pas le manque de passion. Le canal avait simplement bougé. Chaque compétence acquise modifie les conditions de l'engagement. Ce qui se trouvait hier à la limite de tes capacités appartient aujourd'hui à leur centre. Si le défi n'augmente pas avec toi, le travail cesse de demander ta totalité. L'entropie revient, non parce que tu as cessé d'agir, mais parce que l'action ne rencontre plus aucune résistance réelle. Il faut alors poser une question plus exigeante que celle du confort. Qu'est-ce qui rendrait cette tâche légèrement trop difficile pour la personne que je suis maintenant? Pas impossible. Pas spectaculaire. Presque accessible. C'est dans ce presque que le flow demeure. Le défi doit augmenter avec précision. Trop faible, il endort. Trop élevé, il menace. L'espace fertile reste étroit. Un écrivain qui maîtrise la structure commence à entendre le rythme d'une phrase. Un musicien qui joue correctement augmente la vitesse jusqu'à rendre les transitions fragiles. Un programmeur qui sait faire fonctionner le système commence à chercher les cas où il pourrait échouer. Le but n'est pas de compliquer artificiellement ce qui pourrait rester simple. Il est d'empêcher la compétence de devenir une cachette. Car la facilité peut elle aussi servir d'évitement. On répète ce que l'on sait déjà faire. On perfectionne les zones où l'on est certain de réussir. On appelle cela rigueur.
Parfois, c'est seulement une manière plus élégante de ne plus rencontrer sa limite. Csikszentmihalyi voyait dans cette progression une transformation du soi. Une expérience de flow réussie ne laisse pas exactement la même personne à sa sortie. La capacité s'est élargie. L'attention s'est affinée. Une difficulté qui semblait extérieure a été intégrée. Cela signifie que le moi qui revient du travail ne peut plus être satisfait par les mêmes conditions. Le défi doit croître, non pour nourrir une obsession de performance, mais parce qu'une conscience agrandie ressent plus vite l'étroitesse. Ce qui autrefois stimulait paraît maintenant plat. Ce qui autrefois reposait commence parfois à donner une impression d'absence. C'est là que se produit un changement plus profond que la productivité. Le confort lui-même se transforme. Un après-midi passif qui semblait autrefois réparateur laisse une légère agitation. Une soirée de consommation continue ne détend plus complètement. La distraction conserve son pouvoir de stimulation, mais elle perd quelque chose de son pouvoir de récompense. Rien ne s'est dégradé. Le seuil intérieur a changé. Après avoir connu assez souvent la sensation d'une conscience entièrement engagée, l'être reconnaît la différence entre le repos et la réduction. Il comprend qu'on peut ne rien faire sans récupérer. Qu'on peut être amusé sans être nourri. Qu'on peut éviter l'effort et ressentir malgré toute une fatigue plus profonde que celle d'avoir travaillé. Le flow déplace alors la mesure secrète de l'existence. Il ne rend pas les choses difficiles faciles. Il rend certaines facilités insuffisantes. C'est peut-être pour cette raison que ceux qui structurent leur vie autour d'expériences exigeantes peuvent travailler davantage tout en se sentant moins divisés. Leur effort ne se produit pas contre eux. Il rassemble ce que la passivité dispersait. Le mot décisif reste pourtant volontaire. Le flow ne supporte pas la coercition. On ne l'ordonne pas à une conscience terrorisée, humiliée ou saturée. Il apparaît lorsque l'être choisit une difficulté qu'il peut encore reconnaître comme sienne. Une difficulté assez grande pour l'appeler, pas assez grande pour l'effacer. Le problème de la procrastination commence alors à perdre son apparence morale. Tu ne manques peut-être pas de sérieux. Tu travailles peut-être dans une structure qui rend l'évasion plus gratifiante que l'engagement. Tu ne manques peut-être pas de passion. Le défi est peut-être trop bas, trop haut, trop vague ou trop silencieux pour la rencontrer. Il faut regarder le travail important qui t'attend sans demander d'abord si tu en as envie. Demande plutôt, l'action immédiate est-elle visible ? Le résultat produit-il un signe ? La difficulté m'oblige-t-elle à être présent sans me convaincre que l'échec est déjà certain ? L'environnement protège-t-il l'attention ou la vend-il au plus offrant ? Si ces conditions manquent, le discours sur la motivation ne fait que recouvrir l'erreur. Une erreur de conception finit toujours par prendre l'apparence d'un défaut personnel. On se croit faible devant une porte qui n'a jamais été construite pour s'ouvrir. Et peut-être que le vrai travail commence là, non pas lorsque tu te forces enfin à avancer, mais lorsque tu cesses de préparer autour de toi les conditions exactes de ta fuite. Il existe une forme d'épuisement que le repos ne corrige pas. Elle ne vient pas d'un excès d'effort, mais d'une existence trop longtemps maintenue en dessous de sa propre intensité. On dort. On consomme. On s'accorde des pauses. Pourtant, quelque chose ne récupère jamais. Car ce qui fatigue n'est pas toujours ce que l'on fait. C'est parfois tout ce que l'on s'empêche continuellement de devenir. Une conscience privée de difficultés ne devient pas nécessairement paisible. Elle devient souvent plus bruyante. Faute d'un objet assez exigeant pour la réunir, elle se disperse dans des préoccupations minuscules, des comparaisons, des scénarios, des irritations sans véritable poids. L'énergie qui n'est pas engagée ne disparaît pas. Elle se décompose. C'est pourquoi certaines journées sans effort laissent davantage de fatigue qu'une journée entièrement absorbée par un travail difficile. Dans un cas, la conscience reste divisée. Dans l'autre, elle se rassemble. L'intensité ne produit pas toujours l'épuisement. La fragmentation, si. À mesure que l'expérience du flow devient plus fréquente, cette différence cesse d'être théorique. Elle devient physique. Tu reconnais le goût d'une heure vécue entièrement. Tu reconnais aussi l'étrange vide d'une soirée passée à recevoir des stimulations sans jamais réellement participer à rien. Le divertissement n'est pas nécessairement l'ennemi. Le repos non plus. Mais une frontière apparaît. Tu commences à sentir quand tu te reposes et quand tu te retires. Quand tu choisis le silence et quand tu utilises le bruit pour ne pas entendre.
Quand tu interromps l'effort parce que le corps demande une pause et quand tu fuis simplement le moment où la tâche allait enfin te révéler quelque chose. Cette frontière était toujours là. Tu étais seulement devenu trop rapide pour la voir. Le système contemporain te donne rarement le temps d'éprouver pleinement un inconfort. Il le remplace avant qu'il ait produit son information. Une seconde de flottement devient une vidéo. Une difficulté devient une consultation inutile. Un manque de clarté devient une promenade entre plusieurs applications. Le malaise est supprimé, mais la question qu'il portait reste intacte. Ainsi, les mêmes obstacles reviennent sous des formes différentes. Tu crois manquer de constance, puis de confiance, puis de méthode, puis de temps. Mais sous ces noms successifs demeure parfois un seul fait. Tu n'es jamais resté assez longtemps auprès de la difficulté pour découvrir quelle transformation elle exigeait de toi. Le flow ne consiste pas à aimer toute difficulté. Certaines tâches sont vides, mal conçues, absurdes ou étrangères à ce que tu veux véritablement construire. Il ne s'agit pas de sanctifier l'effort. L'effort pour lui-même peut devenir une autre manière de ne pas penser. Ce qui importe est la qualité de l'attention. Une tension juste rassemble. Elle oblige la compétence à s'étendre. Elle rend le présent plus dense. Une tension mal ajustée disperse, écrase ou endort. L'intelligence consiste moins à forcer qu'à discerner. Trop peu, et la conscience se dissout. Trop, et elle se protège. Entre les deux se trouve cet espace fragile où l'être rencontre une version de lui-même qui n'existait pas encore. C'est là que le travail cesse d'être seulement une production. Il devient une modification de celui qui l'accomplit. Chaque fois que tu entres véritablement dans cette zone, tu n'en ressors pas tout à fait identique. Une capacité s'est déplacée. Une résistance a perdu son ancien pouvoir. Une action qui semblait extérieure appartient désormais à ton territoire. Tu as absorbé une difficulté. Mais cette croissance contient une exigence silencieuse. Ce qui te suffisait auparavant ne te suffira plus. Le niveau ancien devient trop étroit. La répétition qui donnait autrefois un sentiment de maîtrise commence à ressembler à une disparition polie. Tu accomplis correctement ce que tu sais déjà accomplir. Personne ne peut t'accuser d'échouer. Pourtant, quelque chose en toi sait que tu as commencé à te cacher dans ta propre compétence. Il est possible de procrastiner tout en travaillant. On peut remplir ses journées de tâches secondaires, perfectionner ce qui est déjà solide, répondre à tout, organiser, classer, corriger, et éviter avec une rigueur admirable le seul geste qui modifierait réellement la situation. L'inaction n'a pas toujours l'apparence de l'immobilité. Elle peut être extraordinairement active. La question devient alors plus inconfortable. Ton travail te demande-t-il encore quelque chose que tu ne possèdes pas déjà? S'il ne fait que confirmer ce que tu sais, il te protège peut-être davantage qu'il ne te développe. S'il demeure constamment hors de portée, il t'offre peut-être une excuse parfaite pour ne jamais commencer. La juste difficulté ne flatte ni ton sentiment de maîtrise ni ton sentiment d'impuissance. Elle t'oblige à entrer. C'est pourquoi il n'existe pas de configuration définitive. Le canal se déplace avec toi. Ce qui exigeait hier toute ta concentration devient aujourd'hui une habitude. Ce qui paraissait impossible devient simplement délicat. Et le jour où tu ne modifies plus le défi, tu recommences à chercher ailleurs la stimulation que ton propre travail ne produit plus. Beaucoup quittent alors ce qu'ils construisaient. Ils confondent la disparition de la nouveauté avec la disparition du sens. Ils recommencent ailleurs, retrouvent l'excitation des premiers obstacles, puis abandonnent lorsque la familiarité revient. Leur vie se remplit de commencements prometteurs et de profondeurs jamais atteintes. La nouveauté donne l'impression de vivre parce qu'elle exige momentanément une attention plus forte. Mais elle ne remplace pas la progression. Elle peut même la contourner. Recommencer permet d'éviter cette région moins séduisante où l'on doit affiner, approfondir, recommencer autrement, rencontrer des limites plus subtiles que l'incompétence initiale. La transformation réelle arrive souvent après l'enthousiasme. Elle arrive lorsque l'activité ne te séduit plus automatiquement, mais contient encore une profondeur que tu n'as pas épuisée. Lorsque tu dois cesser de demander au projet de te stimuler et commencer à lui apporter une attention capable de découvrir ce qui restait invisible. C'est à ce moment que beaucoup partent. Non parce que le chemin est terminé, mais parce que la surface ne les récompense plus. Le flow mature n'est donc pas une euphorie continue. Il implique une fidélité à la précision. Une capacité à modifier le défi. À rendre visible le prochain geste.
à protéger l'attention avant qu'elle soit dispersée, à reconnaître l'ennui comme un signal de recalibrage plutôt que comme une condamnation. Peu à peu, le cerveau apprend une autre association. Il avait appris que l'inconfort devait être interrompu. Il découvre qu'un certain inconfort précède parfois l'absorption. Il avait appris que la récompense arrivait de l'extérieur, immédiatement, sans participation. Il découvre une récompense qui naît du fait de se sentir entièrement engagé dans ce que l'on fait. Ce renversement ne survient pas dans une grande scène de révélation. Il s'installe à travers des expériences répétées. Une session où le téléphone reste loin. Une tâche suffisamment claire. Un problème juste au-dessus de ton niveau. Un retour visible. Une heure qui disparaît sans laisser l'impression d'avoir été perdue. Le système nerveux enregistre ces moments. Il découvre que la progression possède elle aussi un signal. Que l'intensité peut soulager davantage que l'anesthésie. Que la difficulté choisie peut produire une forme de calme inaccessible à la consommation passive. Alors ce qui autrefois demandait une lutte commence à exercer une attraction. Le travail difficile ne devient pas facile. Il devient désirable d'une autre manière. Voilà peut-être la véritable sortie de la zone de confort. Non pas se contraindre éternellement à quitter ce que l'on préfère, mais transformer assez profondément ses préférences pour que l'immobilité perde son ancien pouvoir. Le confort n'est plus abandonné par héroïsme. Il devient insuffisant. Et cette insuffisance peut être douloureuse. Une fois que tu as perçu la différence entre une vie qui t'occupe et une vie qui t'engage, certaines distractions ne retrouvent jamais complètement leur innocence. Tu peux encore les choisir. Mais tu sais désormais ce qu'elles remplacent. Cette connaissance ne crie pas. Elle observe. Elle est présente lorsque tu ouvres ton téléphone sans raison. Lorsque tu prolonges un épisode que tu ne regardes déjà plus vraiment. Lorsque tu reportes une tâche dont tu connais parfaitement l'importance. Lorsque le soir arrive et que tu ne peux pas nommer ce que tu as fait de ta propre attention. Le temps n'a pas disparu. Il a été fragmenté jusqu'à devenir méconnaissable. C'est peut-être cela que tu appelles parfois manque de motivation, l'impossibilité de ressentir la valeur d'une direction au milieu d'une succession continue de récompenses sans conséquence. Ton désir profond existe encore. Il est simplement entouré de signaux plus rapides que lui. Il ne s'agit donc pas de vouloir plus fort. Il s'agit de construire un espace où le désir le plus lent puisse enfin être entendu. Choisis une tâche importante. Pas la plus urgente. Pas celle qui produira le plus rapidement une impression d'efficacité. Celle dont l'accomplissement déplacerait réellement quelque chose en toi ou autour de toi. Puis retire-lui son abstraction. Que dois-tu faire exactement pendant les 30 prochaines minutes? Quel signe te permettra de voir que tu as avancé? Quelle difficulté supplémentaire rendrait le geste exigeant sans le rendre impossible? Quelle distraction peut être supprimée avant même que commence la négociation? Ces questions ne garantissent pas l'entrée immédiate dans le flow. Elles font quelque chose de plus sobre. Elles cessent d'organiser ta défaite à l'avance. Les premières tentatives peuvent rester inconfortables. L'attention cherchera ses anciennes sorties. Le silence semblera trop visible. Le temps paraîtra lent avant de disparaître. Tu sentiras l'impulsion de vérifier quelque chose, de préparer davantage, d'attendre un état intérieur plus favorable. Ne dramatise pas cette résistance. Elle n'est pas une révélation sur qui tu es. Elle est la trace d'un apprentissage ancien. Reste seulement assez longtemps pour qu'un autre apprentissage devienne possible. Un jour, sans décision spectaculaire, tu constateras peut-être que ton esprit cherche spontanément le problème difficile qu'il fuyait autrefois. Que l'après-midi vide pèse davantage que l'effort. Que l'envie de construire est devenue plus forte que l'envie de suspendre le temps. Alors tu comprendras que le changement n'avait jamais consisté à vaincre ton cerveau. Il fallait lui offrir une récompense plus profonde que la fuite. Si cette réflexion a rendu visible quelque chose que tu reconnaissais sans encore pouvoir le nommer, laisse une trace discrète sous cette vidéo. Et si tu souhaites poursuivre ce type d'exploration, tu peux rejoindre le canal. Non pour accumuler davantage de contenu, mais pour ne pas perdre trop vite la question qui vient peut-être de s'ouvrir. Car la prochaine distraction est déjà prête. La véritable question est de savoir si, cette fois, elle te trouvera encore absent.